Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 9. Shen Gongru part prendre son poste et rencontre le désastre. Le moine Jiang Liu se venge et rend grâce, partie A. Parlons de la grande province de Shanxi, la ville de Chang'an, qui était le lieu où les empereurs de toutes les dynasties établissaient leur capitale. Depuis les dynasties Zhou, Qin et Han, les trois provinces avaient des fleurs comme du brocart, et 8 rivières entouraient la ville et coulaient. Véritablement, c'était un pays de sites célèbres. À cette époque, l'empereur Taizong de la grande dynastie Tang avait accédé au trône, avait changé l'ère en Zhenguan, et avait régné depuis 13 ans. L'année était J-ci. L'empire était en paix. Les 8 directions rendaient hommage et les 4 mers reconnaissaient leur souveraineté. Soudain, un jour, Taizong monta sur le trône, rassembla tous les fonctionnaires civils et militaires. Après que les salutations et les rites furent terminés, le premier ministre Wei Zheng sortit des rangs et fit une requête. Maintenant, l'empire est en paix et les 8 directions sont tranquilles. Nous devrions, selon la méthode ancienne, établir un champ de sélection, recruter des hommes vertueux et talentueux, et promouvoir des talents pour aider à la transformation et à la gouvernance. Taizong dit, ce que vous proposez, noble ministre, est raisonnable. Il transmit aussitôt un édit de recrutement de talents et le promulgua dans tout l'Empire, dans toutes les préfectures et tous les districts, sans distinction entre militaires et civils, toute personne lettrée et cultivée, avec une compréhension claire des textes et une maîtrise des 3 épreuves, devait se rendre à Chang'an pour passer les examens. Cet édit arriva dans la région de Heizhou. Il y avait un homme nommé Shen He, avec le nom de courtoisie Guangru. Après avoir vu cet édit, il retourna aussitôt à la maison et dit à sa mère, Madame Zhang, « La cour impériale a promulgué un édit jaune, ouvrant les examens dans les provinces du Sud. Elle recrute des hommes talentueux et vertueux. Votre enfant souhaite y aller pour passer les examens. Si j'obtiens un poste officiel, même modeste, je pourrai glorifier mes parents, anoblir mon épouse et protéger mes enfants, apportant ainsi la lumière à notre famille. C'est le vœu de votre enfant. Je vous informe spécialement, mère, avant de partir. » Madame Zhang dit « Mon enfant, en tant qu'homme lettré, apprendre quand on est jeune et agir quand on est adulte, c'est exactement ce que tu devrais faire. Cependant, lorsque tu iras passer les examens, tu dois faire attention sur la route. Lorsque tu auras obtenu un poste officiel, reviens tôt. » Gongru ordonna aussitôt à son serviteur de préparer ses bagages, puis salua et prit congé de sa mère et avança rapidement. Arrivé à Chang'an, c'était justement le moment où les examens demeuraient grandement ouverts. Gongru entra pour passer les examens. Après les examens, il fut sélectionné. Lors des 3 stratégies de l'examen impérial, le roi Tang lui accorda personnellement avec son pinceau impérial le titre de premier lauréat. Il monta un cheval et parcourut les rues pendant 3 jours. Par hasard, puis qu'il parcourait les rues, il arriva devant la porte du premier ministre Yin Kai-shan. Le premier ministre avait une fille nommée Wen Jiao, aussi appelée Mantang Jiao, qui n'était pas à nouveau mariée. Elle avait justement élevé une tour colorée pour lancer une balle brodée afin de choisir un mari par divination. Il se trouva que Chen Gongru passait en dessous de la tour. La jeune demoiselle, voyant que Gongru avait une apparence exceptionnelle et sachant qu'il était le nouveau premier lauréat, fut très joyeuse dans son cœur. Elle lança aussitôt la balle brodée, qui frappa exactement le chapeau de soie noire de Gongru. Soudain, on entendit une musique de flûte et de cithare. Plus d'une dizaine de servantes et de concubines descendirent de la tour, saisirent la tête du cheval de Gongru, accueillirent le premier lauréat dans la résidence du Premier ministre pour le mariage. Le Premier ministre et Madame sortirent aussitôt dans la salle, appelèrent les maîtres de cérémonie pour célébrer le mariage, et marièrent la jeune demoiselle à Gongru. Ils saluèrent le ciel et la terre. Après que le mari et la femme se furent salués mutuellement, ils saluèrent également leur beau-père et leur belle-mère. Le Premier ministre ordonna de préparer un banquet. Ils burent joyeusement toute la nuit. Ces deux-là, se tenant la main, entrèrent ensemble dans la chambre nuptiale. Le lendemain, à la 3e veille du matin, Taizong s'assit sur le trône précieux en or dans le hall.
Tous les fonctionnaires civils et militaires se rendirent à la cour. Taizong demanda quel poste devrait être attribué au nouveau premier lauréat Shen Gongrui. Le premier ministre Wei Zheng fit une requête. Votre serviteur a vérifié les préfectures et districts sous sa juridiction. Il y a un poste vacant à Jiangzhou. Je demande à votre majesté de lui attribuer ce poste. Taizong le nomma aussitôt gouverneur de Jiangzhou et lui ordonna de préparer ses affaires et de partir sans retarder la date limite. Gongrui remercia pour la grâce impériale, sortit de la cour, retourna à la résidence du Premier ministre, discuta avec son épouse, salua et prit congé de son beau-père et de sa belle-mère, et partit avec son épouse pour prendre son poste à Jiangzhou. Ils quittèrent Chang'an et se mirent en route. C'était justement le temps de la fin du printemps. La brise caressante faisait verdir les saules, et la pluie fine faisait rougir les fleurs. Gongrui dit qu'il devait d'abord rentrer à la maison. Lui et son épouse saluèrent ensemble leur mère Zhang. Madame Zhang dit « Félicitations à mon enfant. De plus, tu reviens avec une épouse. » Gongrui dit « Votre enfant, comptant sur la protection et la bénédiction de mère, a humblement obtenu le titre de premier lauréat. Par décret impérial, on m'a accordé de parcourir les rues. En passant devant la porte de la résidence du Premier ministre Yin, j'ai rencontré le lancement de la balle brodée qui m'a frappé exactement. Le Premier ministre m'a aussitôt recruté comme gendre. La cour impériale m'a nommé gouverneur de Jiangzhou. Maintenant, je viens chercher mère pour aller ensemble prendre mon poste. Madame Zheng fut très joyeuse et prépara le voyage. Sur la route, pendant plusieurs jours, ils arrivèrent devant la maison de Liu Xiao'er à l'auberge de Wanhua. Madame Zhang tomba soudainement malade. Elle dit à Gongrui « Je ne me sens pas bien. Restons dans l'auberge pour nous soigner pendant 2 jours avant de continuer. » Gongrui obéit à l'ordre. Le lendemain matin, il vit devant la porte de l'auberge un homme qui vendait une carpe dorée. Gongrui l'acheta aussitôt pour une liasse de pièces. Comme il voulait la cuisiner pour que sa mère la mange, il vit que la carpe clignait des yeux. Gongrui, surpris, dit « J'ai entendu dire que les poissons et les serpents qui clignent des yeux ne sont certainement pas des objets ordinaires. » Il demanda donc au pêcheur « Où as-tu attrapé ce poisson ?» Le pêcheur dit « Dans la rivière Hong, à 15 lis de la préfecture. » Gongrui relâcha aussitôt le poisson dans la rivière Hong pour libérer la vie. Il retourna à l'auberge et informa sa mère de cette affaire. Madame Zhang dit « Libérer la vie est une bonne action. » J'en suis très joyeuse. Gongrui dit « Nous habitons dans cette auberge depuis 3 jours. La date limite impériale est urgente. Votre enfant souhaite partir demain. Je ne sais pas si la santé de mère est bonne. » Madame Zhang dit « Je ne me sens pas bien. En ce moment, sur la route, il fait chaud. Je crains d'ajouter une maladie. Tu peux louer une pièce ici pour que j'y reste temporairement. Donne-moi quelques frais de voyage. Vous deux, allez d'abord prendre votre poste. Revenez me chercher lorsque le temps sera plus frais en automne. » Gongrui discuta avec son épouse. Ils louèrent une maison, donnèrent des frais de voyage à sa mère, lui saluèrent et prirent congé avant de partir. Le voyage était difficile. Ils voyageaient le jour et se reposaient la nuit. Sans qu'ils s'en aperçoivent, ils arrivèrent au passage de la rivière Hong. Ils virent 2 hommes, Liu Hong et Li Biao, qui demeuraient des bateliers, ramer le bateau vers la rive pour les accueillir. C'était aussi le destin de Gongrui d'avoir ce désastre dans sa vie antérieure. Il rencontra ses ennemis. Gongrui ordonna à son serviteur de transporter les bagages sur le bateau. Comme le mari et la femme montaient ensemble sur le bateau, Liu Hong ouvrit les yeux et vit que mademoiselle Yin avait un visage comme la pleine lune, des yeux comme les vagues d'automne, une petite bouche comme une cerise, une taille fine comme un saule vert. Véritablement, elle avait la beauté de faire couler les poissons et tomber les oies, de cacher la lune et de faire honte aux fleurs. Soudain, un cœur de loup se leva en lui. Il conçut donc un plan avec Li Biao, rama le bateau jusqu'à un endroit sans habitants. Attendant que la nuit soit calme à la 3e veille, il tua d'abord le serviteur, puis battit Gongrui à mort, et poussa tous les corps dans l'eau. La jeune demoiselle, le voyant battre son mari à mort, voulut également se jeter dans l'eau. Liu Hong la saisit fermement et dit « Si tu m'obéis, tout ira bien. Si tu n'obéis pas, je te couperai en 2 d'un coup de couteau. » La jeune demoiselle, réfléchissant sans avoir de plan, dut temporairement accepter et suivit Liu Hong.
ce voleur fit traverser le bateau vers la rive sud, confia le bateau à Li Biao pour qu'il le gère, enfila les vêtements et le chapeau de Gongri, prit le certificat officiel et partit avec la jeune demoiselle pour prendre son poste à Jiangzhou. Pendant ce temps, le corps du serviteur que Liu Hong avait tué flotta avec le courant de l'eau. Seul le corps de Shen Guangrui coula et resta immobile au fond de l'eau. Il y avait un yaksha qui patrouillait la mer à l'embouchure de la rivière Hong. Le voyant, il vola comme une étoile pour le rapporter au palais du dragon. C'était justement le moment où le roi dragon tenait sa cour. Le yaksha rapporta: à l'embouchure de la rivière Hong, on ne sait pas qui a battu à mort un lettré et a jeté son corps au fond de l'eau. Le roi dragon ordonna qu'on apporte le corps devant lui. Après l'avoir examiné attentivement, il dit: cette personne est justement mon bienfaiteur qui m'a sauvé. Comment a-t-elle été assassinée? Comme dit le proverbe, on doit répondre à la bonté par la bonté. Aujourd'hui, je dois nécessairement lui sauver la vie pour remercier de la bonté d'autrefois. Il écrivit aussitôt un document, ordonna à un yaksha d'aller directement auprès du dieu de la ville et du dieu du sol de la ville de Hongzhou pour le remettre, afin de prendre l'âme du lettré et lui sauver la vie. Le dieu de la ville et le dieu du sol appelèrent donc des petits fantômes pour remettre l'âme de Chen Guangrui au yaksha. Le yaksha emmena l'âme au palais de cristal, fit un rapport et vit le roi dragon. Le roi dragon demanda: toi, ce lettré, quel est ton nom de famille et ton prénom? De quel endroit es-tu? Pourquoi es-tu venu ici et as-tu été battu à mort? Guangrui fit un salut et dit: votre serviteur Shen-E, nom de courtoisie Guangrui, est originaire du comté de Hongnong dans la préfecture de Haizhou. J'ai humblement obtenu le titre de premier lauréat et ai été nommé gouverneur de Jiangzhou. Je partais avec mon épouse pour prendre mon poste. Arrivé au bord de la rivière, je suis monté sur le bateau. Je n'attendais pas que le batelier Liu Hong, avide de ma femme, me batte à mort et jette mon corps. Je demande au grand roi de me sauver. Le roi dragon, apprenant ces paroles, dit: à l'origine, c'était ainsi. Monsieur, la carpe dorée que tu as relâchée précédemment, c'était moi. Tu es mon bienfaiteur qui m'a sauvé. Maintenant que tu es en difficulté, comment pourrais-je ne pas te sauver? Il plaça donc le corps de Guangrui d'un côté, mit une perle qui préserve l'apparence dans sa bouche pour empêcher qu'il ne soit endommagé, afin qu'à l'avenir il puisse revenir à la vie et se venger. Il dit également: maintenant, ton âme véritable restera temporairement dans mon palais des eaux et servira comme chef. Guangrui se prosterna et remercia. Le roi dragon prépara un banquet pour le traiter, ce qui n'est pas relaté ici. Pendant ce temps, mademoiselle Yin détestait douloureusement le voleur Liu. Elle le haïssait au point de vouloir manger sa chair et dormir sur sa peau. Uniquement parce qu'elle était enceinte et ignorait si c'était un garçon ou une fille, elle dut à contre-cœur temporairement accepter. En un instant, sans qu'elle s'en aperçoive, elle arriva à Jiangzhou. Les secrétaires, les gardes et les serviteurs vinrent tous l'accueillir. Les fonctionnaires subalternes organisèrent un banquet dans la salle officielle pour discuter. Liu Hong dit: lorsque je suis arrivé ici, j'ai compté entièrement sur le grand soutien de messieurs. Les fonctionnaires subalternes répondirent: votre Excellence, étant un grand lauréat avec un grand talent, traitera naturellement le peuple comme ses enfants, simplifiera les procès et rendra la justice claire. Nous, de la juridiction, comptons sur vous. Pourquoi être trop modeste? Après que le banquet officiel fut terminé, tous se dispersèrent. Le temps passa rapidement. Un jour, Liu Hong sortit pour des affaires officielles loin. Mademoiselle, dans le bureau, pensait à sa belle-mère et à son mari et soupirait dans le pavillon des fleurs. Soudain, son corps se sentit fatigué, son ventre douloureux. Elle s'évanouit et tomba par terre. Sans qu'elle s'en aperçoive, elle donna naissance à un fils. À ses oreilles, quelqu'un lui dit: Mantang Zhao, écoute mes instructions. Je suis le seigneur de l'étoile du Sud. Sur l'ordre de la Bodhisattva Guanyin, je te donne spécialement ce fils. Dans les jours à venir, sa renommée sera grande et lointaine, pas comme les gens ordinaires. Si le voleur Liu revient, il nuira certainement à cet enfant. Tu dois le protéger soigneusement. Ton mari a déjà été sauvé par le roi dragon. Dans les jours à venir, le mari et la femme se réuniront, la mère et le fils seront réunis.
Le jour viendra où tu laveras l'injustice et te vengeras. Souviens-toi bien de mes paroles. Réveille-toi, réveille-toi. » Après avoir parlé, il partit. Mademoiselle se réveilla et se souvint de chaque mot. Elle serra fermement l'enfant, cependant n'avait aucun moyen. Soudain, Liu Hong revint. Dès qu'il vit cet enfant, il voulut le noyer. Mademoiselle dit « Aujourd'hui le ciel est déjà tard. Attends demain pour le jeter dans la rivière. » Heureusement, le lendemain matin, Liu Hong eut soudainement des affaires officielles urgentes et sortit loin. Mademoiselle pensa secrètement « Si j'attends que ce voleur revienne, la vie de cet enfant sera perdue. Il vaut mieux le jeter tôt dans la rivière et laisser sa vie ou sa mort au destin. Si le ciel impérial a pitié, quelqu'un le sauvera et l'élèvera. Peut-être qu'un jour nous nous retrouverons. » Cependant, elle craignait qu'il soit difficile de le reconnaître. Elle mordit donc son doigt, écrivit une lettre de sang et détailla soigneusement les noms de ses parents et les raisons de son origine. Elle mordit également un petit doigt du pied gauche de l'enfant avec sa bouche comme marque de vérification. Elle prit une chemise intime, enveloppa l'enfant avec, et profitant d'un moment vide, le porta hors du bureau officiel. Heureusement, le bureau officiel n'était pas loin de la rivière. Mademoiselle, arrivée au bord de la rivière, pleura amèrement. Comme elle voulait le jeter, elle vit soudain une planche de bois flotter sur le côté de la rive. Mademoiselle se prosterna aussitôt vers le ciel et pria, plaça l'enfant sur la planche, l'attacha avec une corde, attacha la lettre de sang sur sa poitrine et le poussa dans la rivière, le laissant aller où il voulait. Mademoiselle, contenant ses larmes, retourna au bureau, ce qui n'est pas relaté ici. Pendant ce temps, cet enfant flotta avec le courant de l'eau sur la planche de bois et s'arrêta directement au pied du temple de Jinshan. L'ancien de ce temple s'appelait le moine Faming. Il avait cultivé la vérité et réalisé la voie et avait obtenu le secret merveilleux de la non-naissance. Comme il méditait et contemplait le zen, il entendit soudain le cri d'un petit enfant. Son cœur fut ému. Il se précipita au bord de la rivière pour regarder et vit un bébé dormant sur une planche de bois au bord. L'ancien le sauva précipitamment. Après avoir vu la lettre de sang dans ses bras, il connut son origine. Il lui donna un petit nom, l'appela Jiangliu, et le confia à quelqu'un pour l'élever. Il rangea soigneusement la lettre de sang. Le temps passa comme une flèche, et les jours et les nuits comme une navette. Sans qu'on s'en aperçoive, Jiangliu grandit jusqu'à l'âge de 18 ans. L'ancien lui ordonna de se raser la tête et de cultiver, lui donna le nom religieux de Xuanzang, lui frotta la tête et lui donna les préceptes. Il cultiva la voie avec un cœur ferme. Un jour, c'était le temps de la fin du printemps. Tout le monde était sous l'ombre des pins pour discuter des sutras et contempler le zen, parlant des mystères profonds. Le moine mangeur de viande et buveur d'alcool fut justement embarrassé par Xuanzang. Le moine, très en colère, le maudit. « Toi, ce bétail de karma, tu ne connais même pas ton nom, tu ne reconnais même pas tes parents. Pourquoi es-tu à nouveau ici à faire des fantômes ?» Xuanzang, étant insulté avec de telles paroles, entra dans le temple, s'agenouilla et dit à son maître, les larmes coulant des 2 yeux, « Un humain né entre le ciel et la terre reçoit le yin et le yang et est nourri par les 5 éléments. Tout vient du Père qui engendre et de la Mère qui élève. Comment peut-il y avoir un humain dans le monde sans parents ? Il supplia à plusieurs reprises, demandant les noms de ses parents. L'ancien dit, « Tu veux véritablement chercher tes parents ? Tu peux me suivre dans la salle de l'abbé. » Xuanzang suivit donc dans la salle de l'abbé. L'ancien monta sur la poutre double, prit une petite boîte, l'ouvrit, sortit une lettre de sang et une chemise, et les remit à Xuanzang. Xuanzang ouvrit la lettre de sang et la lut. Puis il comprit en détail les noms de ses parents et les affaires de l'injustice. Xuanzang, après avoir lu, pleura et tomba par terre. La vengeance de mes parents ne peut pas être accomplie. Comment puis-je être un humain ? Pendant 18 ans, je n'ai pas connu mes parents biologiques. Aujourd'hui, je sais enfin que j'ai une mère. Si ce corps n'avait pas été sauvé et élevé par maître, comment aurais-je eu ce jour ? Permettez à votre disciple d'aller chercher et voir ma mère. Ensuite, je porterai un plateau d'encens sur ma tête, reconstruirai le hall et le temple, et remercierai la profonde grâce de maître. Le maître dit, « Tu veux aller chercher ta mère ? Tu peux prendre cette lettre de sang et cette chemise avec toi.
Fais semblant de demander l'aumône, va directement au bureau privé de Jiangju et tu pourras voir ta mère. Xuanzang reçut les paroles de son maître, fit semblant d'être un moine demandant l'aumône et se rendit directement à Jiangju. Il se trouva que Liu Hong était sorti pour des affaires. C'était aussi le ciel qui voulait que la mère et le fils se rencontrent. Xuanzang alla directement à la porte du bureau privé pour demander l'aumône. À l'origine, mademoiselle Yin avait fait un rêve la nuit précédente. Elle avait rêvé que la lune brisée était à nouveau complète. Elle pensa secrètement « Je ne sais pas où est ma belle-mère. Mon mari a été assassiné par ce voleur. Mon fils a été jeté dans la rivière. Si quelqu'un l'a sauvé et élevé, en calculant, il a maintenant 18 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, le ciel permet une rencontre. Qui sait ? Comme elle était en train de réfléchir, elle entendit soudain quelqu'un réciter des sutras devant le bureau privé, criant continuellement « Demandez l'aumône ». Mademoiselle, profitant de l'occasion, sortit et demanda « D'où viens-tu » Chapitre 9. Shen Guangrui part prendre son poste et rencontre le désastre, le moine Jiangliu se venge et rend grâce partie B. Xuanzang répondit « Ce pauvre moine est le disciple de l'ancien Faming du temple de Jinshan. » Mademoiselle dit « Tu es le disciple de l'ancien Faming du temple de Jinshan. » Elle l'appela dans le bureau, lui donna du repas végétarien à manger à Xuanzang. En l'examinant attentivement, ses manières et son discours ressemblaient à ceux de son mari. Mademoiselle renvoya les servantes et demanda « Toi, ce petit maître, es-tu devenu moine depuis ton enfance ou es-tu devenu moine à l'âge moyen? Quel est ton nom de famille et ton prénom? As-tu des parents ?» Xuanzang répondit « Je ne suis pas devenu moine depuis mon enfance, ni devenu moine à l'âge moyen. Si je le dis, l'injustice est grande comme le ciel, et la vengeance est profonde comme la mer. Mon père a été assassiné par quelqu'un, et ma mère a été occupée par un voleur. Mon maître, l'ancien Feming, m'a enseigné de chercher ma mère dans le bureau de Jiangju. Mademoiselle demanda « Quel est le nom de famille de ta mère ?» Xuanzang dit « Ma mère s'appelle Yin, nom Wenjiao. Mon père s'appelle Shen, nom Guangrui. Mon petit nom est Jiangliu, et mon nom religieux est Xuanzang. » Mademoiselle dit « Wenjiao, c'est moi. Cependant maintenant, quelle preuve as-tu » Xuanzang, apprenant que c'était sa mère, s'agenouilla sur ses 2 genoux et pleura tristement. « Si ma mère ne me croit pas, voici la lettre de sang et la chemise comme preuve. » Wenjiao les prit et les examina. C'était véritablement vrai. La mère et le fils s'embrassèrent et pleurèrent. Elle dit aussitôt « Mon enfant, pars vite. » Xuanzang dit « Pendant 18 ans, je n'ai pas connu mes parents biologiques. Aujourd'hui, je vois enfin ma mère. Comment votre enfant peut-il se séparer ?» Mademoiselle dit « Mon enfant, retire-toi rapidement. Si le voleur Liu revient, il nuira certainement à ta vie. Demain, je ferai semblant d'être malade et dirai que, dans le passé, j'avais promis d'offrir 100 paires de chaussures de moine. J'irai à ton temple pour accomplir un vœu. À ce moment-là, j'aurai quelque chose à te dire. » Xuanzang, selon ses paroles, salua et prit congé. Pendant ce temps, mademoiselle, après avoir vu son fils, avait un cœur à la fois inquiet et joyeux. Soudain, un jour, elle prétendit être malade, ne mangea pas et ne but pas, et s'allongea dans son lit. Liu Hong revint au bureau et demanda la raison. Mademoiselle dit « Quand j'étais jeune, j'avais fait un vœu de donner 100 paires de chaussures de moine. Il y a 5 jours, j'ai rêvé d'un moine tenant un couteau tranchant, demandant des chaussures de moine. Depuis, je me sens mal. » Liu Hong dit « Ces petites choses, pourquoi ne pas les avoir dites plus tôt ?» Il monta aussitôt dans la salle et ordonna à Wang du bureau gauche et à Li du bureau droit. Pour chaque famille des citoyens de la ville de Jiangju, on devait préparer une paire de chaussures de moine à terminer dans les 5 jours. Tous les citoyens, selon la répartition, terminèrent. Mademoiselle dit à Liu Hong, après avoir terminé les chaussures de moine, dans quel temple de cet endroit peut-on aller accomplir un vœu? Liu Hong dit, à Jiangju, il y a le temple de Jinshan et le temple de Jiaoshan. Choisis dans quel temple tu veux aller. Mademoiselle dit, j'ai entendu dire depuis longtemps que le temple de Jinshan est un bon temple. J'irai donc au temple de Jinshan.
Liu Hong appela aussitôt Wang et Li, les deux bureaucrates, pour préparer des bateaux. Mademoiselle, accompagnée de personnes de confiance, monta sur le bateau. Les bateliers ramèrent le bateau et se dirigèrent vers le temple de Jinshan. Pendant ce temps, Xuanzang retourna au temple, vit l'ancien Faming et lui raconta tout. L'ancien fut très joyeux. Le lendemain, on vit une servante arriver en premier, disant que madame venait au temple accomplir un vœu. Tous les moines sortirent du temple pour l'accueillir. Mademoiselle entra directement dans le temple, salua la bodhisattva et organisa un grand repas végétarien. Elle appela une servante pour porter les chaussures de moine et les chaussettes d'été sur un plateau. Arrivant dans la salle du Dharma, mademoiselle alluma à nouveau l'encens de son cœur et s'inclina. Elle ordonna à l'ancien Faming de les distribuer à tous les moines. Après que Xuanzang vit que tous les moines s'émeuraient dispersés et qu'il n'y avait plus personne dans la salle du Dharma, il s'approcha et s'agenouilla. Mademoiselle lui dit d'enlever ses chaussures et ses chaussettes pour regarder. Sur le pied gauche, il manquait véritablement un petit doigt. À ce moment-là, ces deux-là s'embrassèrent à nouveau et pleurèrent, et remercièrent l'ancien pour sa grâce de les avoir élevés. Faming dit « Maintenant la mère et le fils se sont rencontrés. Je crains que le traître voleur ne le sache. Tu dois te retirer rapidement pour éviter le désastre. » Mademoiselle dit « Mon enfant, je te donne un anneau d'encens. Tu dois aller directement dans la région nord-ouest de Hongzhou, à environ 1500 lis de distance. Là, il y a une auberge de Wenhua. À l'époque, j'y ai laissé ta grand-mère paternelle, Madame Zhang. C'est la mère biologique de ton père. Je t'écris également une lettre. Tu dois aller directement dans la ville impériale du roi Tang, à gauche de la salle d'or, à la résidence du Premier ministre Yin Kai-shan. Ce sont les parents biologiques de ta mère. Tu remettras ma lettre à ton grand-père maternel. Demande-lui de faire un rapport au roi Tang, de mener des troupes, de capturer et tuer ce voleur, de venger ton père. Puis tu pourras sauver le corps de ta grand-mère. Maintenant, je n'ose pas m'attarder longtemps. Je crains sincèrement que ce voleur ne me reproche mon retour tardif. Elle sortit donc du temple, monta sur un bateau et partit. Xuanzang, pleurant, retourna au temple, informa son maître, salua aussitôt et prit congé, et se rendit directement à Hongzhou. Arrivé à l'auberge de Wenhua, il demanda au propriétaire Liu Xiaoer « Autrefois, l'haute chaîne de Jiangzhou avait une mère qui habitait dans ton auberge. Comment va-t-elle maintenant ?» Liu Xiaoer dit « Elle était à l'origine dans mon auberge. Plus tard, elle est devenue aveugle. Depuis 3 ou 4 ans, elle n'a pas payé de loyer. Maintenant, elle est dans une tuile cassée à la porte sud et mendie dans la rue pour vivre. Cette hôte est partie depuis longtemps. Jusqu'à présent, il n'y a aucune information. On ne sait pas pourquoi. » Xuanzang, après avoir entendu, demanda aussitôt à la tuile cassée de la porte sud et trouva sa grand-mère. Sa grand-mère dit « Ta voix ressemble à celle de mon fils Chen Guangrui. » Xuanzang dit « Je ne suis pas Chen Guangrui, je suis le fils de Chen Guangrui. Mademoiselle Wenjiao est ma mère. » Sa grand-mère dit « Pourquoi tes parents ne viennent-ils pas ?» Xuanzang dit « Mon père a été battu à mort par des bandits, et ma mère a été occupée par des bandits comme épouse. » Sa grand-mère dit « Comment sais-tu venir me chercher ?» Xuanzang dit « C'est ma mère qui m'a envoyé chercher grand-mère. Ma mère a une lettre ici, et aussi un anneau d'encens. » Cette grand-mère reçut la lettre et l'anneau d'encens, et éclata en sanglots. « Mon enfant est venu ici pour la renommée et la fortune. Je pensais qu'il avait trahi la justice et oublié la bonté, qu'il savait qu'il avait été assassiné. Heureusement, le ciel impérial a pitié et n'a pas coupé la descendance de mon enfant. Aujourd'hui, il y a à nouveau un petit-fils qui vient me chercher. » Xuanzang demanda « Les yeux de grand-mère, pourquoi sont-ils tous devenus troubles ?» Sa grand-mère dit « Parce que je pense à ton père, je l'attends toute la journée. Ne le voyant pas venir, c'est pourquoi j'ai pleuré jusqu'à ce que mes 2 yeux deviennent troubles. » Xuanzang s'agenouilla aussitôt et pria vers le ciel. Maintenant, Xuanzang a 18 ans. La vengeance de mes parents ne peut pas être accomplie. Aujourd'hui, je reçois l'ordre de ma mère pour chercher grand-mère. Si le ciel a pitié et examine la sincérité de votre disciple, protégez les 2 yeux de grand-mère pour qu'il retrouve la vue. Après avoir prié, il utilisa sa langue pour lécher les yeux de sa grand-mère. En un instant,
Les deux yeux s'ouvrirent et redevinrent comme avant. La grand-mère, regardant le petit moine, dit « Tu es véritablement mon petit-fils. Tu ressembles exactement à mon fils Guangru. » La grand-mère était à la fois joyeuse et triste. Xuanzang mena donc sa grand-mère hors de la tuile et retourna à l'auberge de Liu Xiaoer. Il paya un loyer pour louer une pièce pour que sa grand-mère y reste. Il donna également des frais de voyage à sa grand-mère et dit « Dans ce voyage, je reviendrai dans un mois. » Il prit aussitôt congé de sa grand-mère et se rendit directement à la capitale. Il trouva la résidence du premier ministre Yin à l'est de la ville impériale et dit au gardien de la porte « Je suis un parent et viens rendre visite au Premier ministre. » Le gardien de la porte informa le Premier ministre. Le Premier ministre dit « Je n'ai aucune relation familiale avec les moines. » Madame dit « La nuit dernière, j'ai rêvé que ma fille Mantangjiao revenait à la maison. Peut-être que mon gendre a envoyé une lettre. » Le Premier ministre ordonna donc d'inviter le petit moine dans la salle. Le petit moine, voyant le Premier ministre et Madame, pleura et se prosterna par terre. Il sortit une lettre de sa poitrine et la remit au Premier ministre. Le Premier ministre l'ouvrit et, après l'avoir lue du début à la fin, éclata en sanglots. Madame demanda « Premier ministre, quel est l'accident ?» Le Premier ministre dit « Ce moine est notre petit-fils. Mon gendre Shen Guangru a été assassiné par un voleur et Mantangjiao a été occupée de force comme épouse par un voleur. » Madame, apprenant ceci, pleura également sans s'arrêter. Le Premier ministre dit « Madame, ne sois pas inquiète. Demain, je ferai un rapport au souverain et mènerai personnellement des troupes pour certainement venger mon gendre. » Le lendemain, le Premier ministre entra à la cour et fit un rapport au roi Tang. « Maintenant, mon gendre, le premier lauréat Shen Guangru, menant sa famille pour prendre son poste à Jiangzhou, a été battu à mort par le batelier Liu Hong qui a occupé ma fille comme épouse. Il a usurpé l'identité de mon gendre et a été fonctionnaire pendant de nombreuses années. L'affaire est un changement étrange. Je demande à votre majesté d'envoyer aussitôt des troupes pour éliminer les voleurs et les bandits. » Le roi Tang, voyant le rapport, fut très en colère. Il envoya aussitôt 60 000 soldats de la garde impériale et ordonna au Premier ministre Yin de superviser les troupes et de partir. Le Premier ministre reçut l'ordre, sortit de la cour, alla aussitôt au terrain d'entraînement pour inspecter les troupes et se dirigea directement vers Jiangzhou. Voyageant le jour et se reposant la nuit, avec les étoiles tombant et les oiseaux volant, sans qu'ils s'en aperçoivent, ils arrivèrent à Jiangzhou. Les troupes du Premier ministre Yin campèrent toutes sur la rive nord. Il ordonna aussitôt, pendant la nuit, à un garde avec une plaque d'or d'appeler les deux fonctionnaires, le vice-gouverneur de Jiangzhou et le juge de la préfecture. Le Premier ministre leur expliqua cette affaire et leur demanda de mener des troupes pour aider. Ils traversèrent ensemble la rivière. Avant que le ciel ne soit à nouveau clair, ils encerclèrent le bureau de Liu Hong. Liu Hong était justement en train de rêver lorsqu'il entendit un coup de canon et le son des tambours d'or. Toutes les troupes tuèrent et entrèrent dans le bureau privé. Liu Hong, pris au dépourvu, fut rapidement capturé. Le Premier ministre transmit un ordre militaire, lia Liu Hong et ses complices, les emmena au champ d'exécution et ordonna à toutes les troupes de camper à l'extérieur de la ville. Le Premier ministre entra directement dans le hall principal du bureau et s'assit. Il invita mademoiselle à sortir pour le rencontrer. Mademoiselle, voulant sortir, eut honte de voir son père et voulut se pendre. Xuanzang, l'apprenant, sauva précipitamment sa mère. Il s'agenouilla sur ses deux genoux et dit à sa mère « Votre enfant et grand-père maternel avons mené des troupes ici pour venger mon père. Aujourd'hui, le voleur a été capturé. Pourquoi mère veut-elle chercher la mort? Si mère meurt, comment votre enfant pourra-t-il survivre ?» Le Premier ministre entra également dans le bureau pour la persuader. Mademoiselle dit « J'ai entendu dire, une femme doit suivre un seul mari jusqu'à la fin. Mon mari douloureux a déjà été tué par le voleur. Comment puis-je, avec un visage honteux, suivre le voleur? Uniquement parce que j'avais un enfant posthume dans mon ventre, j'ai dû endurer la honte et survivre. Maintenant, heureusement, mon enfant a grandi, et je vois mon vieux père mener des troupes pour se venger. En tant que fille, comment puis-je avoir un visage pour le rencontrer? Je n'ai qu'à mourir pour remercier mon mari. » Le Premier ministre dit «
ce n'est pas que ma fille ait changé de vertu à cause de la prospérité et du déclin. Tout est sorti de la nécessité. Comment peut-on considérer ceci comme une honte? Le père et le fils s'embrassèrent et pleurèrent. Xuanzang pleura également sans s'arrêter. Le Premier ministre essuya ses larmes et dit « Vous deux, ne soyez pas inquiets pour le moment. J'ai maintenant capturé les voleurs ennemis. Je vais les juger. » Il se leva aussitôt et se rendit au champ d'exécution. Justement, le vice-gouverneur de Jiangsu avait également envoyé des soldats de garde pour capturer le voleur d'eau, Li Biao, et l'amener. Le Premier ministre fut très joyeux et ordonna aussitôt aux gardes de prison d'emmener Liu Hong et Li Biao. Chacun reçut 100 grands coups de bâton. On obtint leurs aveux, et ils avouèrent qu'autrefois, ils avaient conspiré pour assassiner Shen Gongru. D'abord, on cloua Li Biao sur un âne en bois, le poussa au marché, le découpa en 1000 morceaux et exposa sa tête pour servir d'exemple. Ensuite, on emmena Liu Hong au passage de la rivière Hong, à l'endroit où Shen Gongru avait été battu à mort les années précédentes. Le Premier ministre, Mademoiselle et Xuanzang, ces trois-là, allèrent personnellement au bord de la rivière. Regardant vers le ciel, ils firent un sacrifice, arrachèrent vivant le cœur et le foie de Liu Hong, sacrifièrent à Gongru et brûlèrent un document de sacrifice. Ces trois-là pleurèrent amèrement vers la rivière. Ceci alarma tôt le palais des eaux. Un yaksha qui patrouillait la mer présenta le document de sacrifice au roi dragon. Le roi dragon, après l'avoir lu, envoya aussitôt le maréchal Tortue pour inviter Gongru et dit « Monsieur, félicitations, félicitations. Maintenant, ta femme, ton fils et ton beau-père sont tous au bord de la rivière pour te sacrifier. Aujourd'hui, je te renvoie pour que tu reviennes à la vie. De plus, je t'offre une perle ruillie, 2 perles qui roulent sur un plateau, 10 rouleaux de soie tordue et une ceinture de jade avec des perles brillantes. Aujourd'hui, tu peux te réunir avec ta femme, ton fils et ta mère. » Gongru remercia à plusieurs reprises. Le roi dragon ordonna aussitôt à un yaksha d'envoyer le corps de Gongru à l'embouchure de la rivière pour qu'il revienne à la vie. Le yaksha reçut l'ordre et partit. Pendant ce temps, mademoiselle Yin, après avoir pleuré et sacrifié à son mari, voulut à nouveau se jeter dans l'eau et mourir. Xuanzang, paniqué, la tira de toutes ses forces. Pendant qu'ils demeuraient dans la confusion, ils virent soudain un cadavre flotter sur la surface de l'eau, s'approchant du bord de la rive. Mademoiselle se précipita pour le reconnaître et reconnut que c'était le corps de son mari. Elle éclata en sanglots sans s'arrêter. Tous vinrent regarder. On vit Gongru étendre ses poings et ses pieds. Son corps s'anima graduellement. Soudain, il se leva et s'assit. Tous furent extrêmement effrayés et surpris. Gongru ouvrit les yeux et vit tôt mademoiselle Yin, son beau-père le premier ministre Yin, et le petit moine, tous pleurant à ses côtés. Gongru dit « Pourquoi êtes-vous tous ici ?» Mademoiselle dit « Parce que tu as été battu à mort par un voleur. Plus tard, ton épouse a donné naissance à cet enfant. Heureusement, il a rencontré l'ancien du temple de Jinshan qui l'a élevé jusqu'à l'âge adulte. Il est venu me chercher. J'ai demandé à aller chercher ton grand-père maternel. Mon père, l'apprenant, a fait un rapport à la cour impériale, a mené des troupes jusqu'ici, a capturé les voleurs, et vient de prendre vivant leur cœur et leur foi pour te sacrifier vers le ciel. Je ne sais pas comment tu as pu revenir à la vie. Gongru dit « Tout est parce que, dans les années précédentes, lorsque nous étions à l'auberge de Wanhua, toi et moi avons acheté et relâché cette carpe dorée. Qui savait que cette carpe dorée était le roi dragon de cet endroit? Plus tard, le rebelle m'a poussé dans l'eau. J'ai entièrement compté sur lui pour me sauver. Il vient de me donner la permission de revenir à la vie et m'a donné des trésors, tous sur mon corps. Je ne m'attendais pas non plus que tu aies donné naissance à ce fils et que ton père se soit vengé pour moi. Véritablement, l'amertume est terminée et la douceur est venue. Quelle grande joie! Tous les fonctionnaires, l'apprenant, vinrent tous féliciter. Le Premier ministre ordonna aussitôt de préparer un banquet pour remercier les fonctionnaires subalternes. Le jour même, les troupes retournèrent. Arrivé à l'auberge de Wanhua, le Premier ministre transmit un ordre pour camper. Gongru alla avec Xuanzang à l'auberge de la famille Liu pour chercher sa grand-mère. Cette grand-mère avait fait un rêve cette nuit-là.
Elle avait rêvé qu'un arbre mort fleurissait et que des pies joyeuses criaient fréquemment derrière la maison. Elle pensa « Peut-être que mon petit-fils est venu ?» Avant qu'elle n'ait fini de parler, on vit Gouangru et son fils arriver ensemble devant la porte de l'auberge. Le petit moine pointa et dit « N'est-ce pas notre grand-mère » Gouangru, voyant sa vieille mère, s'inclina précipitamment. La mère et le fils s'embrassèrent et pleurèrent amèrement, et racontèrent toute l'affaire. Ils remboursèrent l'argent de l'auberge à Siaoer, partirent et retournèrent à la capitale. Entrant dans la résidence du Premier ministre, Gouangru, avec mademoiselle, sa grand-mère et Xuanzang, vinrent tous voir madame. Madame fut extrêmement joyeuse et ordonna aux serviteurs d'organiser un grand banquet pour célébrer. Le Premier ministre dit « Aujourd'hui, ce banquet peut être nommé le banquet de la réunion. » Véritablement, toute la famille était joyeuse et heureuse. Le lendemain, lors de la cour du matin, le roi Tang monta sur le trône. Le Premier ministre Yin sortit des rangs et fit un rapport détaillé des affaires précédentes et suivantes. Il recommanda également que le talent de Gouangru soit grandement utilisé. Le roi Tang approuva le rapport et ordonna aussitôt de promouvoir Shen-He au poste d'académicien pour gouverner les affaires avec la cour. Xuanzang, déterminé à se consacrer à la méditation, fut envoyé au temple de Hongfu pour cultiver. Plus tard, mademoiselle Yin finit par se suicider calmement. Xuanzang alla lui-même au temple de Jinshan pour remercier l'ancien Faming. Après tout, on ignore ce qui adviendra des affaires ultérieures. Écoutez l'explication dans le chapitre suivant.